à toutes et tous pour ce 20e webinaire organisé par l'IFA depuis le début de la crise sanitaire et économique Covid-19. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer une rencontre exceptionnelle du Club des administrateurs salariés de l'IFA, au cours de laquelle nous partagerons nos réflexions sur la place des salariés dans la gouvernance des entreprises. Nous accueillerons pour l'occasion NAPF Place financière du Grand Ouest, qui vient de publier ses travaux sur le sujet, avec un focus particulièrement intéressant sur les PME ETI. Notre panel sera particulièrement riche avec des interventions à la fois d'administrateurs salariés, de dirigeants d'entreprise, de juristes. Rapidement le panel, Éric Personne qui est administrateur de l'IFA et administrateur salarié du groupe Renault. Il est référent du conseil d'administration de l'IFA auprès du club des administrateurs salariés. Hugues Paillard est administrateur salarié de BNP Paribas et il est coprésident du club administrateur salarié. Marie-Christine Lebert vient de nous rejoindre en tant qu'administratrice salariée de Worldline et elle est également coprésidente du club administrateur salarié. Ensuite, Jean-Philippe Roulet, qui est notre monsieur gouvernance en tant que directeur contenu gouvernance de l'IFA. Et puis, Philippe Audureau, qui est président de NAPF, Laurent Lécole, directeur général de Lemaire Fonderie, et Anne Blanche, administratrice, qui tous deux, donc Laurent Lécole et Anne Blanche, sont coprésidents de la commission gouvernance de NAPF. Et enfin, Vincent Roquebert, qui est administrateur salarié de Fleury-Michon et membre de NAPF, et aussi membre de l'IFA. Voilà. Je les remercie tous pour leur mobilisation leur mobilisation et le temps passé à la préparation de ce webinaire. Juste avant de commencer de passer la parole à Éric Personne, j'ai envie de vous proposer un petit exercice pour savoir un petit peu qui est parmi nous. Je vais vous interroger sur votre profil. Donc, merci de m'indiquer, vous allez voir apparaître un sondage et vous pourrez y répondre très rapidement. Donc voilà, le sondage est lancé. J'espère que vous le voyez tous. Donc, on a déjà 7% de votants, voilà, pour nous indiquer quelles sont vos fonctions. Est-ce que vous êtes administrateur salarié, représentant les actionnaires salariés, administrateur indépendant, dirigeant, membre de comité. On va arrêter là. Donc 74% des participants nous ont indiqué leurs fonctions. Donc nous avons 25% d'administrateurs représentant les salariés ou les actionnaires salariés, 25% d'administrateurs indépendants. Nous avons 15% de dirigeants d'entreprise, ça bouge, 18% de membres de comités exécutifs, enfin, ou secrétaires de conseil, et puis une trentaine de pourcents de personnes qui apportent des conseils aux entreprises, sachant que c'était en choix multiple, donc voilà. Bon, ben, je peux fermer ce sondage et je vais passer tout de suite la parole à Éric Personne qui va vous présenter l'organisation de l'IFA et du club des administrateurs salariés. Bonjour à toutes et à tous. En préambule, j'espère que vous vous portez bien et que le confinement et le Covid ne vous ont pas nui personnellement. J'en profite aussi pour vous souhaiter un déconfinement prudent et fructueux. Mon nom est Personne, mais mon prénom est Éric. Je suis administrateur de l'IFA depuis 2018, administrateur salarié du groupe depuis 2012 et membre de l'IFA et du club depuis cette même année. Tout d'abord, merci à vous toutes et tous de vous être connectés si nombreux à ce premier webinaire du club des administrateurs salariés de l'IFA. Le club des administrateurs salariés, aussi appelé ARS, un administrateur représentant les salariés, est important dans la gouvernance des entreprises en France et en Europe. Il a vocation de devenir le lieu de référence des réflexions sur les problématiques des administrateurs salariés, que ce soit l'onboarding, les différents modes de nomination, bien évidemment l'exercice de leur mandat et leur retour dans leur fonction à l'échéance. Le club des ARS, actionnaire ou non, est un lieu d'échange et de préconisation des meilleures pratiques françaises, voire européennes, ainsi qu'un lieu de réflexion proposant des pistes à défricher. Compte tenu de sa particularité catégorielle, le club admet en son sein principalement des administrateurs salariés en fonction, en devenir ou venant de terminer leur mandat. Cependant, le club peut aussi accueillir tout membre de l'IFA
siégeant ou ayant siégé de manière permanente dans un conseil. Par exemple, un membre d'un CSE qui siège dans un conseil d'administration, un secrétaire de conseil ou un censeur. Toutes les bonnes volontés y sont accueillies. Je tiens à le dire, le club s'abstient de toute dimension prosélyte émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant soutenu l'un des membres du club. Il est un lieu ouvert à toutes les idées, mais pas une tribune. À ce titre, comme pour tous les clubs de l'IFA, ces éventuelles prises de position sont soumises au conseil d'administration de l'IFA et par mon intermédiaire. Le club se réunit quelques fois par an, en période déconfinée, souvent avec la présence d'un intervenant venant apporter sa contribution. Ses coprésidents, voire ses membres, participent aussi aux travaux des autres clubs de l'IFA, tels que le club des ETI familiales, le club recherche ou le club ESG récemment créé et animé par Françoise Malrieux. Il est dorénavant animé par 2 coprésidents, à qui je vais donc donner la parole afin qu'ils vous exposent le déroulé de ce premier webinaire. Et je reste avec vous afin de participer à la séance de questions-réponses. Marie-Christine, Hugues, la parole est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation à ce webinaire sur la place des administrateurs salariés dans la gouvernance, sujet qui est appelé à continuer de se densifier dans les prochaines années avec la montée en charge de la politique ESG. Je suis, comme l'a dit Eric, depuis peu de temps aux côtés de Marie-Christine Lebert, coprésidente du Club des administrateurs salariés de l'IFA, club dont Eric vient de vous présenter d'être. Ce webinaire est la première animation que nous lançons tous les 3. Je suis pour ma part administrateur salarié du groupe BNP Paribas depuis février 2018 et membre du comité des rémunérations et du comité des risques et de la conformité, qui est un comité spécifique au monde bancaire. Je ne vais pas rester longtemps, je passe la parole à Marie-Christine qui va se présenter à son tour et lancer les sujets de ce webinaire qui vont, je l'espère, vous intéresser et donner envie à celles et ceux qui nous écoutent et ne sont pas membres de l'IFA de rejoindre notre association. Marie-Christine, c'est à toi. Alors bonjour à tous et à tous, merci Hugues. Donc en quelques mots, donc je suis directrice de projet donc dans une entreprise, une grande entreprise informatique. Côté métier, j'ai une longue expérience de la représentation du personnel et je suis aujourd'hui, donc après avoir été administratrice salariée du groupe Atos, je suis aujourd'hui donc administratrice du groupe Worldline et je siège dans le tout nouveau comité RSE qui a été créé, j'allais dire quasiment avec mon arrivée. Je travaille sur le sujet de la gouvernance d'une façon un petit peu plus générale et nationale dans un contexte syndical et je suis fondue d'Europe, ce qui fait que je suis experte auprès des groupes spéciaux de négociation qui créent les comités d'entreprise européens. Je suis absolument ravie donc de coprésider ce club administrateur salarié avec Hugues et sous la bénédiction donc d'Eric, et de pouvoir contribuer à sa dynamique et son rayonnement. Et donc, je vais de ce pas passer la parole donc, à le prochain intervenant, donc Jean-Philippe, qui va vous présenter le contexte juridique, donc le contexte légal de fonctionnement des administrateurs salariés. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais être bref puisque je vais simplement brosser en quelques slides le tableau juridique qui permet d'encadrer, entre guillemets, la présence des administrateurs au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, ce qui permettra d'introduire et de rafraîchir, le cas échéant, si nécessaire, les connaissances des uns et des autres. Donc, très rapidement, l'administrateur salarié, c'est une possibilité qui est offerte par le Code de commerce depuis bien longtemps, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié à la loi DSP de 83 ou à la loi Rebsamen de 2015. Depuis très longtemps, les sociétés anonymes à conseil d'administration, à conseil de surveillance, avaient la faculté, si elles le souhaitaient, d'intégrer des administrateurs salariés. Donc il faut avoir ça en tête. C'était des dispositions législatives qui n'étaient pas, je dirais, appliquées de façon très fréquente, c'est même très rare, mais
le droit accueillait, le droit des sociétés permettait d'accueillir des administrateurs salariés. La deuxième approche est la liberté contractuelle, notamment pour les ETI. Il y a la possibilité toujours, par exemple dans une société par action simplifiée, une SAS, de nommer statutairement, volontairement, des administrateurs salariés. Et donc, les statuts organisent librement la présence de ces administrateurs, les modes d'élection et les modes d'exercice des mandats. Et puis, troisième voie d'accès, que vous connaissez mieux sans doute, c'est le caractère obligatoire depuis 83 dans les sociétés publiques et depuis 2015 dans les sociétés privées, qui impose cette fois-ci au conseil d'administration d'intégrer des administrateurs salariés à partir du moment où certains seuils sont franchis. Donc en droit français, rapidement, depuis 2015, plus de 1000 salariés en France ou 5000 salariés à l'étranger est un seuil constitutif d'une obligation de prévoir dans les statuts les administrateurs salariés. Ces administrateurs salariés sont une personne. Si le conseil d'administration comporte jusqu'à 8 membres, et au-delà de 8 membres, il faudra qu'il y ait 2 personnes. Cette dernière obligation concernant les 2 membres au-dessus de 8 membres au conseil d'administration résulte de la loi Pacte, et les sociétés concernées devaient se mettre en conformité aux assemblées de 2020. Donc on est vraiment là au cœur de l'actualité. Autre cas de figure, non, c'est juste avant, Clémence. Voilà. Autre cas de figure, la possibilité de nommer ou d'avoir des administrateurs salariés pour autant que le capital de la société dépasse 3%. Donc, jusqu'à la loi Pacte, cela ne concernait que les sociétés cotées. Depuis la loi Pacte, cela concerne les sociétés non cotées. Donc, si les salariés détiennent plus de 3% du capital, il faut qu'un administrateur salarié représentant les salariés actionnaires, ce n'est pas tout à fait le même type d'administrateur, mais c'est le même cadre juridique, soit nommé donc en assemblée générale. Comme je l'ai dit, il y a toujours la possibilité de nommer des administrateurs titulaires d'un contrat de travail par le biais de l'assemblée générale. Et puis, dans le conseil d'administration, issu des salariés, vous avez également, le cas échéant, la présence d'un représentant du comité d'entreprise, du CSE. Ça, c'est une disposition qui existe depuis 1945. Simplement, gardez en tête que cet administrateur n'a pas de voix délibérative, il ne vote pas. C'est une personne qui participe aux travaux du conseil avec une voix consultative, mais qui n'est pas administrateur avec les prérogatives attachées à ce mandat. Les droits à l'information et les obligations de confidentialité sont exactement les mêmes pour tous les administrateurs et au-delà des administrateurs, pour toutes les personnes appelées à participer aux travaux du conseil. Donc, ça peut être le représentant du CE et puis bien sûr, ou du CSE, et puis bien sûr tous les invités au conseil d'administration. Pour mémoire, dans les entreprises publiques, la loi DSP, donc démocratisation du secteur public, dispose que depuis 1983, c'est quelque chose d'ancien, les conseils sont composés un tiers salarié, un tiers État, un tiers personnalité qualifiée. Voilà le cadre juridique des sociétés du secteur public. Dans les sociétés du secteur public, c'est aussi une question qui est intéressante. Il n'y a pas de rémunération pour les administrateurs salariés. En contrepartie, il y a une atténuation de leurs responsabilités civiles. Dans les sociétés du secteur privé, les rémunérations, il peut y avoir, c'est le conseil qui décide, une rémunération pour les administrateurs salariés ou pas de rémunération pour les administrateurs salariés. C'est le conseil d'administration collégialement qui décide.
Rapidement, l'administrateur salarié, il est nommé parmi les titulaires d'un contrat de travail de plus de 2 ans. C'est obligatoirement un salarié. Il est soit élu par les salariés en France et à la maison mère et les filiales en France, soit désigné par le CSE, soit désigné par l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de voix. C'est les statuts qui organisent les modes de nomination de l'administrateur salarié. Le contrat de travail est maintenu et l'administrateur salarié a un statut de salarié protégé, comme les représentants du personnel. Clémence, si tu peux passer, merci. En termes de moyens, l'administrateur salarié peut disposer d'un certain nombre de moyens. C'est essentiellement du temps, et on y reviendra, et c'est essentiellement de la formation. Ces mises à disposition sont obligatoires pour les sociétés assujetties à la présence d'administrateurs salariés au sein du conseil. Il y a une règle d'incompatibilité. Quand vous êtes administrateur salarié, vous ne pouvez pas exercer d'autres fonctions de représentation du personnel, que ce soit délégué syndical, représentant au CSE ou délégué du personnel. Le mandat n'est généralement pas rémunéré, encore que dans les sociétés du SBF 120, on rencontre un certain nombre de sociétés importantes qui ne souhaitent faire aucune différence entre les administrateurs salariés, indépendants, représentants des actionnaires, et qui donc les conseils d'administration versent des jetons de présence à l'ensemble des membres du conseil. Les salariés, les administrateurs salariés, disposant de la faculté, il y a une instruction fiscale qui permet, s'ils le souhaitent, de demander à ce que la société verse directement leurs jetons à l'organisation syndicale qui les a parrainés, ce qui va entraîner une neutralité fiscale pour le salarié. Et on peut tourner. Les moyens sont essentiellement constitués par un temps de préparation. Donc, il y a ce qu'on appelle des heures de délégation. Ces heures de délégation sont des heures destinées à accompagner, à permettre à l'administrateur de préparer les travaux du conseil. C'est le conseil d'administration qui décide de la quotité, disons, horaire, qui ne peut être inférieur à 15 heures par séance du conseil, ni supérieur à la moitié de la durée du temps de travail de l'intéressé. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là, c'est du temps de travail et donc il y a, je dirais, rémunération pour ces heures de délégation. Les autres moyens, j'en terminerai par là, c'est des moyens liés à la formation, puisque les administrateurs salariés doivent là, c'est prévu par un décret qui a été inclus dans le Code de commerce, ils ont la possibilité, je dirais même l'obligation et la possibilité s'ils le demandent, et le Conseil doit y déférer, pour se perfectionner dans les connaissances techniques à l'exercice de leur mandat. Donc vous voyez, fonctionnement du Conseil, droits et obligations, responsabilité, organisation et de la société, ce qui fait que vous avez généralement une formation interne à la société et une formation externe à la société. Comme vous le voyez, c'est le Conseil qui détermine pour la durée du mandat le contenu de la formation après avis des administrateurs concernés. Dernier slide. Le temps consacré à la formation des administrateurs donc, est prévu par les textes. La loi Pacte a porté à 40 heures par an ce temps de formation. Et quand il y a nomination d'administrateurs, quand c'est les premiers administrateurs, ensuite en cas de renouvellement, le cas échéant, eh bien, la formation doit intervenir dans les 4 mois à compter de l'élection. Bien sûr, la formation est prise sur le temps de travail. Cette formation, cette formation est décidée par le conseil d'administration et j'en terminerai là. C'est une formation qui n'est pas prise sur le quota d'heures de formation du salarié. Ça vient, je dirais, au titre du mandat et non pas au titre du contrat de travail. Voilà, rapidement brosser le cadre juridique tant pour les sociétés assujetties obligatoirement à la représentation d'administrateurs salariés que, grosso modo, des pistes pour ceux qui volontairement
nommeraient des administrateurs salariés au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance. Je vous remercie et je serai à votre disposition si des questions sont posées. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Comme nous l'avons vu, de plus en plus d'entreprises se sont amenées à intégrer des administrateurs dans leurs instances de gouvernance. Je passe à présent la parole à Philippe Audureau, Anne Blanche et Laurent Lécole qui vont vous présenter leurs travaux et, en les paraphrasant, mettre une claque à certaines idées reçues concernant l'ouverture de la gouvernance à des salariés et en particulier que ce n'est pas une affaire réservée aux seules grandes entreprises ou sociétés cotées. Philippe, bonjour à Anne. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir en tant que président de NAPF au sein de ce webinaire organisé donc en collaboration avec l'IFA. Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas NAPF, quelques mots de présentation. La place financière du Grand Ouest a été créée il y a 30 ans maintenant, au moment où la bourse de Nantes a disparu. Et son objectif en tant qu'association est de favoriser les relations entre le monde de la finance, de l'entreprise, de telle sorte, et puis du conseil, de telle sorte à ce qu'on puisse faciliter la compréhension mutuelle et faire progresser un certain nombre de méthodes au profit de l'économie régionale. Quelques chiffres pour expliquer: 180 membres aujourd'hui, une moitié d'entreprises, une moitié de membres de la finance, du conseil, un très très grand nombre de manifestations, que ce soit des conférences, des petits déjeuners, des rencontres entre investisseurs et entreprises, et puis des publications dont on va reparler rapidement avec Anne Blanche. C'est plus de 600 jours de travail bénévole, puisque la caractéristique de nos membres, c'est à la fois de cotiser, mais aussi de payer de leur personne pour contribuer justement aux travaux. On est au cœur de l'écosystème, comme vous le voyez sur cette slide, avec des relations étroites, bien évidemment avec nos membres, mais aussi avec le monde universitaire, avec les établissements publics, conseil régional, chambre de commerce, et puis aussi tout ce qui est organisation type business angel, etc. On est organisé avec un certain nombre de commissions, dont je ne vais pas toutes les citer, mais des commissions très spécialisées sur des projets de financement, des commissions sur le développement des entreprises ou leur transmission, et puis la commission gouvernance qui précisément travaille sous la présidence d'Anne Blanche et de Laurent Lécole, qui prendront la suite de cette présentation, sur les modèles de fonctionnement, de gouvernance propre à l'entreprise, et donc en particulier sur cet aspect d'actionnariat salarié, puisque nous venons de publier un document très spécifique sur cette représentation des actionnaires et des salariés au sein des conseils. Je laisse la parole à Anne Blanche pour vous en dire plus sur ses travaux. Merci Philippe. Merci de cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je me présente vraiment très rapidement. Je suis Anne Blanche. J'ai été longtemps associée de Deloitte, dont j'ai aussi été administrateur pendant 7 ans. Et j'ai quitté Deloitte depuis 2017 et je suis désormais administrateur dans plusieurs structures. Une banque régionale cotée, une société de services aux entreprises nationales et internationales et un groupe familial de distribution installé dans la région des Pays de la Loire. Donc des entités plutôt de taille moyenne ETI. Je profite de cette introduction pour remercier l'IFA de nous permettre de présenter effectivement les travaux de NAPF et en particulier de la commission gouvernance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de rapidement vous expliquer comment nous en sommes arrivés à nous intéresser effectivement à cette ouverture de la gouvernance aux salariés. Nous avons travaillé en son temps sur les obligations imposées aux différentes sociétés par la loi Copé-Zimmermann et en particulier sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Et à cette occasion, on a rencontré pas mal de chefs d'entreprise. Alors,
c'était plutôt eux qui nous interrogeaient en nous disant mais comment on fait pour trouver des femmes pour les amener à nous rejoindre dans nos conseils d'administration. Et en fait, en rencontrant ces chefs d'entreprise, nous est venue l'idée de recueillir, de réunir en fait les propos que nous avions recueillis dans un ouvrage que nous avons sorti en 2015 et qui s'appelle « Vous avez dit gouvernance ». Et lorsque nous sommes allés à la rencontre de ces chefs d'entreprise pour sortir cet ouvrage, plusieurs, à l'occasion de ces entretiens, ont évoqué leurs salariés. Et on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être effectivement un fil à tirer et à travailler sur gouvernance et salariés. Et puis, l'actualité s'est un peu imposée à nous avec effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Philippe Roulet dans son propos, de nouvelles obligations qu'ont instaurées des lois plus récentes comme la loi Rebsamen et la loi Pacte, même s'il y avait déjà effectivement auparavant des obligations. Donc du coup, nous avons ouvert un nouveau chantier qui a débouché sur l'ouvrage effectivement ouvrir sa gouvernance aux salariés, pourquoi pas vous. Et comme le disait tout à l'heure Clémence à l'instant, notre volonté c'était pas seulement de nous adresser aux grandes entreprises, mais surtout aux entreprises qui constituent l'écosystème de notre territoire, qui sont surtout des ETI, des PME, voire des très petites entreprises. Alors, on va passer à la slide suivante parce qu'avant de rentrer dans ce vif du sujet, je voudrais effectivement évoquer avec vous le fait que dans nos travaux à l'occasion de notre ouvrage « Vous avez dit gouvernance », on a été amené à considérer que même si bien sûr la gouvernance elle est institutionnelle parce que elle est régie par la loi, il y a un certain nombre de choses qui s'imposent, elle n'est pas qu'institutionnelle. Alors certes, elle est institutionnelle. Certes, elle doit en respecter un certain nombre de critères et j'allais dire l'état de l'art en matière d'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise. Mais Clémence, vous pouvez passer à la slide suivante. Même si effectivement elle est institutionnelle, qu'elle est organisée par la loi, qu'elle est codifiée et qu'il y a effectivement pas mal de soft law avec les codes AFEP-MEDEF ou le code Middle-Next, elle n'est pas qu'institutionnelle. Et elle n'est pas qu'institutionnelle, elle n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. On a considéré qu'elle n'était pas figée et que la gouvernance était quelque chose qui devait évoluer en même temps que l'entreprise, en même temps que la taille de l'entreprise, en même temps que sa maturité, et que finalement chacun l'exerce un petit peu à sa façon en fonction de sa typologie en tant que dirigeant, mais qu'il y a quelques principes généraux dont il faut pouvoir s'inspirer. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'est dit qu'il fallait quand même donner une petite définition de la gouvernance qui réponde mieux à ce qu'on avait partagé et qui ne soit pas que juridique, effectivement. Et du coup, la définition qu'on a un petit peu consacrée dans notre ouvrage, vous avez dit gouvernance, est la suivante. On s'est dit c'est la façon finalement dont le chef d'entreprise va s'entourer pour mûrir sa réflexion sur toutes les décisions qui sont importantes pour la vie de l'entreprise et qui concernent les enjeux majeurs comme la pérennité de l'entreprise, sa stratégie, le recrutement de ses dirigeants, toutes les décisions en fait qui présentent des risques importants pour l'entreprise. Alors, au passage, je vous signale que les deux ouvrages, d'ailleurs, pas seulement Vous avez dit gouvernance, mais sont disponibles sur le site de NAPF, dont vous avez effectivement l'adresse sous les yeux. Alors, avant de parler de l'ouverture des salariés à la gouvernance, est-ce que, Clémence, on peut juste inverser cette slide avec la suivante, s'il vous plaît, ce sera plus facile pour moi pour la fluidité du propos. Voilà, merci. Avant d'évoquer la gouvernance, je pense qu'il y a quand même un prérequis, c'est que la gouvernance, ça ne se décrète pas et qu'avant de réfléchir à l'ouverture de sa gouvernance à ses salariés, faut-il encore avoir une certaine culture de la gouvernance et avoir réfléchi effectivement à la façon dont on organise les différents pouvoirs dans l'entreprise, avoir une culture de l'écoute, de la consultation, du partage. Sinon, on va avoir un petit peu de mal effectivement à passer à une étape supérieure qui serait l'ouverture aux salariés. Alors, ça, c'est un prérequis et les quelques grands principes, effectivement, de gouvernance que nous avons mis en exergue dans l'ouvrage, vous les avez sous les yeux. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous propose de pas les développer ici. Tous ces principes généraux ont fait l'objet de développement du reste dans un référentiel que vous pouvez aussi consulter, qui est un référentiel de gouvernance de Réseau Entreprendre, qui a été publié en septembre 2018 et qui reprend assez bien chacun de ces points. Mais ce qui est important en fait, c'est de comprendre que la gouvernance,
elle est propre à chacun et ça dépend un peu du style de chacun, que pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit garante des valeurs de l'entreprise, qu'elle permet au chef d'entreprise de sortir de son isolement et qu'elle va lui donner effectivement une certaine confiance de ce point de vue, que la gouvernance se doit d'être indépendante, et on y reviendra tout à l'heure, parce que la richesse des débats, justement, c'est cette dualité qui est intégrée dans la gouvernance, et les salariés font partie, justement, de cette dualité. Elle doit être équilibrée, j'y reviens pas, hein, entre, effectivement, les différents pouvoirs dans l'entreprise, que ce soit le pouvoir de l'actionnaire, le pouvoir du dirigeant ou le pouvoir des administrateurs. Et puis, il faut bien sûr qu'elle soit animée avec professionnalisme si on veut qu'elle soit effectivement porteur de performance pour l'entreprise et évolutive, puisque le credo de NAPF, c'est de dire effectivement la gouvernance n'est pas figée, mais le casting non plus n'est pas figé. Et si on veut effectivement assurer une certaine indépendance, et compte tenu effectivement des sujets, de l'évolution de l'entreprise, de sa maturité, de ses axes stratégiques, il faut s'entourer des personnes qui vont bien au moment qui vont bien, et donc du coup avoir un casting qui peut être évolutif. Alors, pour en revenir effectivement à l'ouverture et au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'ouverture de la gouvernance aux salariés, certes, il y a un cadre juridique, et Jean-Philippe l'a rappelé tout à l'heure, qui crée effectivement des obligations nouvelles. Mais ce n'est pas parce qu'on a des obligations juridiques qu'on ne peut pas s'intéresser à l'ouverture de la gouvernance à ses salariés. Et des entreprises de plus petite taille, qui ne sont pas concernées par les obligations effectivement juridiques, peuvent très bien effectivement faire le choix de s'inspirer des pratiques des plus grands et associer des salariés à la gouvernance de l'entreprise, quelle qu'en soit la taille, quelle qu'en soit la forme juridique. On a effectivement en région beaucoup de sociétés qui sont organisées en SAS, pour lesquelles les obligations réglementaires et légales ne s'imposent pas. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se priver effectivement du regard que pourrait apporter un salarié dans la gouvernance de l'entreprise. On peut passer à la slide suivante, Clémence, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, Clémence, le but de cet ouvrage, c'est un petit peu de donner une claque aux idées reçues, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, quand on a rencontré les chefs d'entreprise pour réaliser cet ouvrage, qui est illustré d'ailleurs des propos et des verbatims des uns et des autres, que quand on parlait gouvernance à des chefs d'entreprise, certains nous répondent partage d'informations et ils disent oui, moi j'associe mes salariés à la gouvernance de l'entreprise puisque je leur donne de l'information, je fais des grands messes, je partage des chiffres, des grandes lignes stratégiques de l'entreprise. D'autres nous ont dit oui, nous effectivement on associe nos salariés à la gouvernance parce qu'on a un management participatif, on est une entreprise délibérée donc ils ont leur mot à dire. D'autres nous ont dit mais moi j'ai ouvert mon capital aux salariés donc je considère qu'ils sont partie prenante à la gouvernance. Et en réalité, on s'est dit, mais certes, effectivement, tout ça, c'est des chemins vers la gouvernance, mais ce n'est pas exactement l'idée qu'on se fait de la gouvernance. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un ouvrage qui soit un petit peu pédagogique sur ce qu'est la gouvernance au sens quand même de l'état de l'art. Et du coup, on a pris le parti de dire, peut-être, essayons de montrer ce que n'est pas la gouvernance. Alors, la gouvernance, ce n'est pas que du partage d'informations, ce n'est pas du management participatif, ce n'est pas nécessairement l'ouverture du capital à ses salariés. Et on a considéré que chacun de ces sujets-là pouvait être des chemins vers la gouvernance de l'entreprise. Et on s'est dit, le partage de l'information, s'il est réciproque, qu'il n'est pas uniquement top-down, effectivement, ça peut participer ou ça peut être une des prémices de la gouvernance. On peut faire évoluer le management vers plus de gouvernance et on peut associer effectivement des salariés actionnaires aux instances de gouvernance de l'entreprise. Alors, je vais passer la parole à Laurent Lécole et à Vincent Audebert qui vont partager avec vous leur expérience et puis partager avec vous les recommandations que l'on a réunies dans notre ouvrage. Mais avant de leur céder le micro, je voudrais une nouvelle fois remercier les chefs d'entreprise qui ont accepté d'apporter leur témoignage et de partager leur expérience de la gouvernance avec nous dans notre ouvrage. Et puis aussi remercier les membres de la commission gouvernance que j'ai le plaisir d'animer effectivement avec Laurent, qui ont participé de différentes façons à cet ouvrage, soit en allant à la rencontre des chefs d'entreprise pour recueillir leurs témoignages, soit effectivement en poussant le crayon avec nous pour arriver à ce produit final que je laisse maintenant Laurent et Vincent vous commenter.
Laurent. Et Vincent. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Lécole, directeur général de Fonderie Le Maire. Donc, c'est une petite PME industrielle de 65 personnes où nous sommes spécialisés dans les alliages à base de plomb. Et j'ai eu le plaisir de rentrer à NAPF il y a maintenant déjà 6 ans. Et NAPF m'a accompagné à plusieurs titres au travers de la commission transmission, puisque j'ai eu le plaisir de monter le projet de reprise de l'entreprise en 2016. Et une fois qu'on a repris une entreprise, la gouvernance, c'est un vrai sujet. Et j'ai eu la possibilité, au travers de tous les travaux qui ont été menés dans la gouvernance, d'expérimenter un certain nombre de choses directement en interne. Voilà, rapidement. Je te laisse la parole, Vincent. Oui. Bonjour à tous. Moi-même, donc, je suis Vincent, je suis chez Fleury Michon depuis 2001. J'ai un parcours plutôt commercial au départ et maintenant je suis cadre logistique. Je m'intéresse depuis longtemps effectivement à participer à la vie de l'entreprise puisque j'ai commencé d'abord par être représentant des cadres au sein du conseil d'établissement, du comité d'entreprise, pardon. Et puis j'ai intégré depuis 2015 le conseil d'administration de Fleury Michon et j'en suis à mon 2e mandat et je suis représentant des salariés actionnaires. Et j'ai un collègue qui est représentant des salariés, l'ensemble des salariés de Fleury Michon. Alors, pour être très concret, comme on l'a vu depuis le début de ce webinaire, il y a tout un contexte juridique qui, vous l'imaginerez bien, pour une petite entreprise de 65 personnes, ça nous dépasse un petit peu. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être inspirantes et moi, j'aimerais revenir à quel est l'intérêt, en dehors d'une obligation légale, quel est l'intérêt d'intégrer certains de ces salariés à une gouvernance, si ce n'est complètement factuelle et officielle, mais au moins, comme l'indiquait Anne, sur ces chemins de gouvernance. Il y a un premier point qui est un peu une évidence, c'est l'implication dans la vie à long terme du salarié sur cette vie de l'entreprise, parce que quand on est dans le management de tous les jours, là, bien entendu que des cadres vont participer à un certain nombre de décisions au jour le jour. Par contre, il devient intéressant de pouvoir les intégrer lorsqu'on a une réflexion, par exemple, sur des domaines d'activité stratégiques qu'on veut développer ou peut-être certains abandonner. Ça peut être intéressant aussi, puisqu'ils sont les mieux placés et quand même sur le terrain, pour avoir des réflexions communes sur des investissements. Et également, par le fait qu'ils sont là aussi en relation avec nos fournisseurs, nos sous-traitants, éventuellement en face de nos concurrents, à l'occasion d'opérations comme on dit, de build-up, donc de croissance externe, là aussi, ils peuvent avoir un avis tout à fait autorisé. L'autre point, donc ça, c'est cette fameuse remontée d'informations qui a été évoquée par Anne, et plus l'aspect manager qui effectivement, là, il y a la double casquette où on voit tout l'intérêt de les faire participer à cette gouvernance. Si on regarde aussi sur le plan de l'interne, il y a une forte capacité à pouvoir redescendre les directives, les orientations de l'entreprise au-delà d'un management au mois ou à l'année, c'est véritablement de faire redescendre et petit à petit d'orienter l'entreprise vers les objectifs qu'elle s'est fixés à, je dirais, moyen-long terme, peut-être 3-5 ans. Et ça, ce sont aussi des relais tout à fait précieux. Autre notion, et ça on rejoint un grand classique des dirigeants de PME-PMI, enfin de tous dirigeants, mais peut-être encore plus de PME-PMI, c'est la notion d'isolement. C'est important d'avoir des salariés qui vont être capables à un moment donné de pouvoir vous faire remonter une information transparente, libre, où ils vont pouvoir exercer complètement leur libre arbitre et peut-être jouer une sorte de contre-pouvoir dans le bon sens du terme, un contre-pouvoir constructif. Voilà, Vincent, je te repasse la parole. Oui, merci Laurent. Alors justement sur la dernière intervention, sur le fait qu'effectivement l'administrateur salarié doit avoir une liberté de parole en toute transparence, c'est effectivement très important et c'est un petit peu même ce qui
posait à la rigueur problème au départ parce que je ne savais pas vraiment comment me situer puisque je suis salarié à 90% de mon temps, 95% de mon temps et de temps en temps, je suis le patron du directeur général quand je suis au conseil d'administration. Donc, il faut effectivement lui remonter en toute transparence les choses. Il suffit juste de bien les présenter. Et puis, depuis, j'ai trouvé mon rythme de croisière, donc il n'y a pas de souci. Et on a tous trouvé notre manière de fonctionner ensemble. Mais chez Fleury Michon, c'est effectivement une vieille histoire, le fait d'avoir des salariés administrateurs, puisque ça a commencé depuis quasiment 20 ans, avec différentes personnes qui sont succédées, plutôt avec des administrateurs représentant les salariés actionnaires, ce que je suis. Mais depuis 2019, on est maintenant donc 2 administrateurs, ce qui était déjà le cas aussi avant, mais il y en a un des 2 qui représente l'ensemble des salariés. Moi-même, je suis cadre, donc je parle de sujets que je connais bien dans l'entreprise, comme l'évoquait Laurent. Partie commerciale avec notamment des négociations de la GMS, et ça prend beaucoup de place dans notre entreprise qui est très tournée vers ce milieu-là. Et puis maintenant de la supply chain, puisque je m'occupe de la logistique. Et là, pendant le Covid, ça a été quand même très important, puisque la supply a été mise à rude épreuve. Donc, je pouvais apporter en direct lors des différents conseils que l'on a pu avoir, qui n'étaient pas exclusivement tournés vers la crise, mais dans lesquels on a profité de ce moment-là pour l'évoquer, tout ce que l'on a pu mettre en œuvre pour que la boîte continue à fonctionner. Et mon collègue qui, lui, est ouvrier, a pu parler aussi de son vécu dans l'entreprise et ça permet aussi d'avoir une connexion directe avec les dirigeants pour qu'ils comprennent bien ce que l'on peut vivre au quotidien et comment on peut nous remonter des informations pour les aider à prendre des bonnes décisions, aller dans telle ou telle direction. Et inversement aussi, on a des choses qui redescendent avec la limite, par contre, de la confidentialité, bien sûr. Voilà. Mais je pense que c'est un très bon exercice. Et nous, on n'est pas une PME ni une PMI, puisqu'on est une ETI. Fleury Michon, c'est 750 millions de chiffre d'affaires. Et le fait d'être connecté en direct entre des salariés, entre guillemets, responsables et soumis quand même à une partie de confidentialité, mais au fait de l'actualité au quotidien et des dirigeants qui doivent prendre des directions pour pérenniser l'entreprise pour l'avenir et lui donner la bonne direction, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et moi, je participe avec grand plaisir et c'est vrai que si demain je devais changer d'entreprise, j'aimerais bien retrouver ce mode de fonctionnement. Voilà, sur l'expérience aussi, pour être très concret, hein, donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Fonderie Le Maire aujourd'hui, il n'y a pas encore de salariés qui participent à la gouvernance avec un G majuscule tel qu'elle vient d'être présentée par Anne, c'est-à-dire que on n'a pas de personnes qui siègent avec un droit de vote. Hein, donc ça c'est encore un petit peu prématuré pour le moment. Parce que le prérequis, c'est qu'effectivement, encore faut-il déjà qu'il y ait une gouvernance qui soit mature. Bon, je pense qu'elle l'est chez Fonderie Le Maire, mais qui effectivement ait cette ouverture d'esprit pour effectivement accueillir des salariés. Donc une des petites pistes qu'on a mises en place. Hein, donc nous on est une SAS avec un comité de suivi. Donc très régulièrement, au cours de l'année, en fonction de l'actualité, je fais venir, soit en assemblée générale ou en comité de suivi, un cadre de l'entreprise ou pas d'ailleurs, pour venir présenter un sujet donné qui va effectivement être au-delà de la gestion au jour le jour de l'entreprise, mais qui peut amener à engager l'entreprise sur les 3-5 ans. Qui va peut-être effectivement mobiliser des moyens financiers. Ça peut être sur le recrutement d'un cadre pour développer un nouveau secteur d'activité ou sur un investissement particulier qui nous serait nécessaire pour pouvoir continuer nos activités. Donc ça, c'est une première piste intéressante. Alors, ça demande un peu de préparation, parce que c'est pas obligatoirement facile pour un salarié que de venir, hein, puisque nous, vous l'aurez imaginé, on a racheté l'entreprise au travers d'un LBO. Hein, l'ensemble des salariés, parce qu'on a aussi des salariés actionnaires, j'y reviendrai après, on est très largement minoritaire. On a des fonds d'investissement avec nous, des fonds d'investissement industriels. Et pour un salarié, venir devant ces fonds, c'est pas obligatoirement complètement naturel. Donc, ça demande un petit peu de préparation et puis de désacraliser la situation. La deuxième chose aussi que l'on met en place, c'est des comités ad hoc. C'est-à-dire que par rapport à un sujet, on peut, par exemple, regrouper quelques cadres
Évidemment, moi, je peux participer ou pas. Hein. D'ailleurs, c'est pas du tout une obligation, parce qu'il faut aussi pouvoir faire, comment dire, monter la confiance. Hein. Ça, c'est le deuxième aspect que je voulais évoquer en dehors d'une gouvernance mature et qui ait envie de ça. C'est aussi, faut vraiment, c'est une vraie volonté, une vraie politique d'entreprise qui est d'être vraiment dans la confiance avec ses salariés. Hein, donc pour pouvoir amener. Et ces comités ad hoc participent de ce principe pour pouvoir travailler un sujet donné et pouvoir après le remonter en comité de suivi ou en assemblée générale. Oui, Laurent, du coup, je vais expliquer un peu comment ça se passe chez Fleury Michon. Donc chez nous aussi, on a des groupes de travail à différents niveaux et dans différents secteurs pour pouvoir prendre des décisions de manière un peu collégiale, enfin pas prendre des décisions, mais au moins remonter des informations de manière collégiale et puis après prendre une décision qui sera assumée par tout le monde. Et puis au sein du conseil d'administration, nous avons des comités et moi-même je fais partie du comité RSE au sein de ce conseil d'administration. La décision en fait d'associer les salariés est vraiment quelque chose qui est lié aux dirigeants. Alors chez Fleury Michon, c'est la famille Gonor qui est majoritaire de l'entreprise et c'est Yves Gonor donc qui lui-même décrit très souvent que le progrès économique et le progrès social sont liés. Et donc c'est vraiment à cette image-là qu'il a voulu faire référence pour associer des salariés depuis donc 20 ans. C'est pour ça que ça ne se décrète pas, comme ça a été dit tout à l'heure. Ça doit se vivre au quotidien et ça doit évoluer au fur et à mesure. Donc au début, on était un conseil de surveillance, après on est passé avec un conseil d'administration. Donc peu importe la forme juridique, on peut avoir des administrateurs ou on peut ne pas en avoir, comme dans le cas de la fonderie Le Maire, mais pour autant associer les salariés de notre manière. Donc voilà, chaque entreprise doit effectivement adapter son mode de gouvernance ou de réflexion avec ses salariés suivant ce qu'ils comptent faire. Et puis ça peut être très institutionnalisé comme c'est le cas chez Fleury Michon ou un peu moins comme ça va être le cas chez Fonderie Le Maire. Mais les deux doivent discuter ensemble parce que c'est le meilleur moyen pour réussir effectivement ensemble. Voilà, alors en plus on a eu droit, et puis maintenant ça devient une obligation, à une formation. Donc, moi je l'ai faite fin 2014, c'est au sein de l'école Audencia qui est à Nantes et qui est en partenariat avec l'IFA et on a eu un peu plus de 60 heures de formation et je crois qu'on parlait tout à l'heure de 40 heures obligatoires. Donc voilà, on a été en avance aussi là-dessus, mais c'est vrai que c'est très très bien parce que ça donne des informations juridiques, financières et ça permet de se positionner et puis d'évoquer avec d'autres futurs administrateurs aussi quel est le rôle et comment on doit être dans un conseil. Voilà, puisqu'on avait aussi des gens qui étaient déjà dans des conseils qui assistaient à cette formation. Alors, merci beaucoup, Laurent. Et Vincent, je voulais juste rajouter très rapidement, oui, puisqu'on a parlé des salariés actionnaires, point de vigilance quand même, parce que même si ce contexte-là ne donne pas droit à vote dans une instance X, Y ou Z, pour certains salariés, voilà, il y a un peu de préparation. Comme on dit, le melon peut venir assez vite parce que la personne étant actionnaire de l'entreprise, elle peut imaginer qu'elle va complètement pouvoir influer du jour au lendemain sur la destinée de l'entreprise. Donc là, il y a aussi une question de culture générale d'entreprise, de maturité sur les différents points clés des fonctionnements des entreprises sur lesquels il faut être très vigilant. C'est-à-dire que les meilleures bonnes intentions d'implication et de dévouement, on va dire, à l'entreprise ne sont hélas pas suffisants. Hein. Et donc, je rejoins ce qui vient d'être dit sur les aspects de formation, de pédagogie qui sont vraiment importants à intégrer. merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Anne qui va poursuivre la présentation des travaux de NAPF. Oui, alors je veux bien effectivement reprendre la parole. Je pense que Laurent et Vincent ont déjà dit beaucoup de choses. Peut-être revenir un instant sur pourquoi il y a cette confusion entre management et gouvernance, et c'est la slide suivante, Oui. Clémence. Notre considération, c'est de dire, en fait, quand on parle de management et de gouvernance, on n'est pas du tout dans le même espace-temps. On a une temporalité très différente. Quand on parle de gouvernance, on s'inscrit vraiment dans le long terme.
on a des réflexions qui touchent à la stratégie de l'entreprise, à sa pérennité, aux décisions qui vont l'engager pour longtemps. Alors que quand on est dans le management, on est plus dans l'opérationnel et on est plus dans la mise en œuvre en fait de cette stratégie au quotidien. Donc, on a essayé dans notre ouvrage de faire partager effectivement ce point de vue et d'essayer de faire comprendre en quoi la gouvernance se distingue de ce point de vue du management. Mais néanmoins, s'entourer de ces managers immédiats, c'est un premier pas vers la gouvernance. Et j'ai en tête le témoignage d'une chef d'entreprise que j'ai moi-même interviewée dans le cadre de cet ouvrage, qui a repris l'entreprise à la suite de son père et pour qui, en fait, la gouvernance était limitée effectivement à la relation qu'elle avait avec son papa. Et pour essayer d'ouvrir un peu sa gouvernance, elle s'est dit, il faut que je commence à m'ouvrir à mes cadres, en fait, et ceux qui sont le plus proches d'elle. Elle a recruté un directeur adjoint, en l'occurrence. Elle a intégré une directrice administrative et elle a commencé à organiser une gouvernance un peu autrement que ce qu'elle avait comme pratique jusque-là, en commençant à y associer ses cadres. Mais c'est clair qu'il faut y aller pas à pas et ne pas brûler les étapes de ce point de vue. Alors, concernant l'ouverture du capital, je crois que Laurent l'a déjà évoqué tout à l'heure, et ce qu'on a tenté de montrer dans notre ouvrage, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est associé actionnaire qu'on est forcément partie prenante à la gouvernance, et à contrario, c'est pas parce qu'on n'est pas associé et pas actionnaire qu'on n'a pas effectivement à participer à la gouvernance de l'entreprise. Donc, ce qu'on a voulu, c'est bien montrer que les deux sont pas forcément liés. Ça peut l'être, et quand il y a effectivement des salariés actionnaires, et quand en plus on est dans les critères de 3% qu'évoquait tout à l'heure Jean-Philippe, bien sûr, il faut qu'ils soient représentés dans les instances de gouvernance, mais l'inverse est aussi vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas de salariés dans son capital qu'il ne faut pas les intégrer à la gouvernance de son entreprise. Donc, c'était un petit peu le message qu'on voulait faire passer au travers de cet ouvrage. Et puis enfin, notre ouvrage s'ouvre vers quelques bonnes pratiques et quelques recommandations au-delà de tout ce qu'on vient de dire. Et un des points notamment, c'est de quand même institutionnaliser à minima la démarche, même si on n'a pas d'obligation légale et réglementaire, et se poser des questions pour faire les bons choix et se dire mais jusqu'à quel degré je veux impliquer effectivement mes salariés dans ma gouvernance? Est-ce que je leur donne une voix délibérative ou une voix consultative? Dans quel champ de compétences, effectivement, je vais leur demander d'être plus présents? Comment tout ça, ça va fonctionner? Et puis, bien sûr, il faut s'outiller en se disant, mais dans quelles instances, effectivement, je vais concrètement les associer? Je n'ai pas forcément un conseil d'administration si je suis une SAS, mais je peux quand même en prévoir un, puisqu'on peut faire ce qu'on veut dans les statuts. Est-ce que c'est dans un conseil de surveillance? Est-ce que c'est dans un comité ad hoc, comme l'évoquait Laurent à l'instant? Et puis, comment je les nomme? Puisque si je n'ai pas d'obligation, il va falloir voir si je m'inspire des bonnes pratiques de la loi ou de la réglementation, ou si je décide de faire autrement, et si je les nomme pour combien de temps. Et puis, effectivement, la formation, alors c'est quelque chose sur lequel à la fois Jean-Philippe est revenu et puis Vincent tout à l'heure. Vincent a oublié de dire qu'NAPF était associé à la création du parcours administrateur, effectivement, qu'a créé Audencia en partenariat avec l'IFA. Et c'est justement à l'occasion de nos premières réflexions sur, vous avez dit gouvernance, et quand les chefs d'entreprise nous disaient mais comment on fait pour trouver les femmes, et les femmes qui nous disaient mais ça nous engage à quoi de devenir administrateur, qu'on s'est dit qu'il fallait entre guillemets professionnaliser un petit peu ce rôle d'administrateur, et qui est née l'idée de cette formation avec Audencia, l'IFA et NAPF. Voilà, Clémence, ce qu'on pouvait partager avec vous ce matin concernant nos travaux sur l'ouverture des salariés à la gouvernance de l'entreprise. Merci beaucoup, Anne. Je vais peut-être passer maintenant la parole à Philippe Audureau, qui est président de NAPF et qui a dirigé pendant longtemps, et je crois qu'il a toujours des fonctions au sein du groupe Erich, peut-être pour nous expliquer un petit peu comment vous aussi, un autre témoignage, comment vous avez organisé la gouvernance et la participation des salariés dans votre groupe, qui est beaucoup composé de NAPF. Voilà. Effectivement, avant de prendre la présidence de NAPF, j'ai été président pendant près de 20 ans du groupe VM Matériaux, qui est devenu aujourd'hui Erige. Et donc, bien évidemment, ce sujet a été de longue date au cœur de nos préoccupations. Peut-être pour rappeler quelques éléments de contexte, Erige aujourd'hui, c'est un peu moins de 3 000 salariés, 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise familiale qui l'est toujours majoritairement et qui est rentrée en bourse il y a un peu plus de 30 ans. Et les familles à l'époque, quand l'entreprise est rentrée en bourse, ont souhaité dès l'introduction,
laisser une part très significative aux salariés. Et donc, historiquement, on a une part du capital à travers progressivement des introductions en bourse, des augmentations de capital et des fonds communs de placement, assez significative aux salariés. Donc, la question de la relation entre les actionnaires, l'équipe de direction et les salariés actionnaires s'est posée tout naturellement, indépendamment, comme l'a souligné Anne ou Laure-Philippe, le cadre juridique. On avait des réunions, d'échanges dans les deux sens avec un certain nombre de salariés qui avaient envie justement, parce qu'ils étaient actionnaires, de partager. Alors au fil des années, bien évidemment, et la législation aidant, on a structuré ça, mais il y avait bien un contexte de dialogue et d'échange qui était vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Pour donner quelques chiffres, à une époque où la majorité, vous savez, des fonds de participation pouvaient être fléchés directement en titre de l'entreprise, on a eu plus de la moitié des salariés qui étaient actionnaires à travers justement les fonds de participation ou des actions individuelles. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment très, très important. Alors, évidemment, en 98, au moment où je suis arrivé dans l'entreprise, on a organisé la structure avec un directoire et un conseil de surveillance. Au sein du conseil de surveillance, tout naturellement, la question des salariés s'est posée. Alors, tout d'abord, à travers un représentant des salariés actionnaires, avec le souhait important que dans les instances qui l'élisaient, ce soit vraiment quelqu'un qui consacre une majorité de partie de son temps dans le business, dans son business personnel. Parce que si on veut un échange riche, il faut vraiment des gens qui soient au contact avec le terrain, au contact avec les clients, avec la vie quotidienne de l'entreprise. Et c'est ça qui leur donne la légitimité au niveau du conseil et qui font que les membres du conseil portent une attention particulière à ses avis ou à sa participation. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Souvent, le salarié qui se retrouve au sein d'un conseil de surveillance, qui a quand même une certaine, comment dirais-je, solennité, où il y a les actionnaires, même s'ils ne sont pas tous présents directement dans le management de l'entreprise, les connaissent un peu moins, ils sont un peu plus éloignés, il peut avoir quelquefois un peu de mal à s'exprimer. Donc, je pense que c'était aussi notre responsabilité en tant que dirigeant de faire en sorte de leur donner la parole, si quelquefois c'est un peu délicat, et de faire les choses avec le maximum de bienveillance. Voilà, alors les choses depuis ont évolué. Moi, j'ai quitté la présidence il y a maintenant quelques années. Il y a aujourd'hui un représentant des salariés actionnaires, un représentant des salariés tout court, et je pense que cette tradition de partage d'informations et de partage dans la gouvernance, donc pas seulement d'informations, mais de participation aux réflexions stratégiques, a toujours très, très, très vivace. Je pense pour conclure qu'elle l'est encore plus aujourd'hui dans des périodes compliquées où justement le lien entre les salariés, les équipes de direction et les actionnaires, d'une façon plus générale, surtout dans les familiales, sont d'autant plus importantes pour construire un futur, même s'il est assez compliqué. Voilà ce qu'on peut dire en quelques minutes. Clémence. Merci Philippe pour ce témoignage. Avant de passer la parole à Marie-Christine et à Hugues, que je demande de se connecter, je vous précise qu'on consacrera quelques dizaines de minutes, ou un petit peu plus si on a le temps, aux questions de la salle. N'hésitez pas à les poser dans la rubrique dans les rubriques prévues à cet effet. Catherine va être chargée de l'épineuse tâche de faire le tri. Il y a déjà énormément de questions, mais voilà, n'hésitez pas, on fera le job. Voilà, Marie-Christine et Hugues, vous allez maintenant nous présenter en fait les 5 grands points clés retenus par l'IFA concernant la meilleure façon d'intégrer un administrateur, que ce soit au niveau de l'accueil, de son statut, de la formation, de ses moyens, et puis de la valeur ajoutée qu'il peut apporter dans le dialogue au sein du Conseil. Merci Clémence. Alors,
nous allons donc proposer ces réflexions IFA à 2 voix en alternance donc avec Hugues, et je commence sur la première partie qui traite évidemment de la préparation de l'arrivée au sein du Conseil. Alors tout d'abord, il y a des enjeux autour du choix du mode de désignation et de l'élection. Il s'agit donc de travailler en amont avec les organisations syndicales et ou l'instance la plus élevée, qui peut être le CSE, qui vont être impliqués dans la mise en place, y compris d'ailleurs lorsqu'on choisit une élection générale, puisque les candidats seront désignés donc par ces instances. Alors, l'importance donc de réfléchir à cela, il y a des enjeux d'abord, ça a été évoqué dans les interventions précédentes, de légitimité, et puis aussi de s'adapter à l'entreprise. Alors en deuxième point, on conseille évidemment de bien communiquer auprès des salariés du management sur le rôle donc de l'administrateur salarié et l'importance de cette représentation. Voilà, ça a été évoqué juste avant sur les questions d'institutionnaliser. C'est toujours intéressant de développer et de montrer aux salariés que leur voix compte. C'est des outils qui permettent aussi quelque part d'augmenter la confiance dans l'entreprise et d'identifier aussi des vecteurs d'échange et d'information, on le verra plus tard, dans l'intérêt et la valeur ajoutée de l'administrateur salarié. Un point aussi assez essentiel, c'est l'implication du conseil lui-même et la préparation de l'arrivée de l'administrateur salarié. Il peut y avoir par exemple d'organiser un échange au sein du conseil. Il y en a forcément, puisque c'est lui qui va traiter de la façon dont cet administrateur salarié va arriver. C'est le moment d'identifier d'éventuels freins ou difficultés autour de la table avec les différents administrateurs, et c'est des éléments d'ailleurs qui peuvent se prolonger avec des discussions ou des adaptations de l'arrivée avec l'administrateur salarié lui-même lorsqu'il va prendre son rôle. Et ça permet aussi de résoudre une question assez essentielle dans la qualité du fonctionnement des conseils avec les administrateurs salariés en leur sein, c'est la question de la confiance. Dans leur arrivée, dans leur apport, dans leur capacité à respecter la confidentialité, etc. Et puis enfin, un dernier point sur cette préparation, d'intégrer l'aspect RH, le suivi de carrière, l'évolution professionnelle de ce salarié, c'est aussi le moment d'en parler, de le traiter, puisqu'il va prendre une position particulière et qu'il va être au contact des décideurs et participer lui-même à la prise de décision. Et du coup, il y a des enjeux d'adapter le poste de travail et de faire tout un tas de choses, par exemple la formation, mais on en parlera ultérieurement. Je te passe la main, Hugues, pour parler de l'administrateur salarié, un administrateur comme les autres. Oui, mais merci Marie-Christine. Donc oui, alors l'administrateur salarié, un administrateur comme les autres. Alors on va mettre de côté le sujet des SAS, qui a été d'ailleurs très bien traité par NAPF sur un plan pratique. On va dire que globalement, l'administrateur salarié, ça a été démontré par Jean-Philippe sur un plan juridique, c'est un administrateur comme les autres. Il en demeure pas moins que c'est un administrateur qui a une position particulière, puisque le mandat que détient l'administrateur salarié n'est pas un professionnel de la direction d'entreprise, sauf exception. Donc le mandat que détient l'administrateur salarié, c'est généralement le seul mandat qu'il va détenir, et il va donc se trouver, comme ça a déjà été dit, dans la plupart des cas, assez impressionné au départ devant l'instance dans laquelle il entre. Et c'est pour ça que pour qu'il soit comme les autres, le président a un rôle essentiel
en le mettant à l'aise. Alors, il y a une étude assez récente qui a été faite sur les administrateurs salariés, qui fait ressortir que globalement, les présidents accueillent plutôt bien les administrateurs salariés. Les administrateurs salariés sont dans l'ensemble accueillis d'une façon assez courtoise. Et un autre élément à bien avoir à l'esprit quand on accueille un administrateur salarié, c'est que s'il est comme les autres, c'est quand même un administrateur qui se trouve face à parfois un certain sentiment de solitude, parce que son mandat est hors mandat syndicaux, et c'est parfois un mandat qui est assez mal appréhendé par les organisations syndicales et les représentants du personnel. Et la confidentialité des débats, ça a été souligné, fait qu'il ne peut pas non plus, c'est très difficile pour lui de communiquer envers les salariés qu'il représente. Donc, il est important qu'il soit vraiment comme les autres et bien intégré pour qu'il ne se sente pas isolé. Et donc, pour qu'il ne se sente pas isolé, j'en viens au deuxième point de la slide. C'est assez fondamental, quand il y en a bien entendu, de nommer l'administrateur salarié dans un ou plusieurs comités. J'en profite pour rappeler que le code AFEP-MEDEF recommande de nommer un administrateur salarié au comité des rémunérations. Et effectivement, les comités du Conseil sont des endroits où on traite les sujets en comité plus restreint. La parole est un peu moins formelle qu'en Conseil, elle est un peu plus libre. Et ça va permettre à l'administrateur salarié de nouer des contacts privilégiés avec des administrateurs indépendants. Dernier point, pour qu'il se sente un administrateur comme les autres, ce point a déjà été également abordé, c'est le point de la rémunération des jetons de présence. Le fait que ça lui soit versé lui permet d'être considéré comme les autres et permet également aux autres administrateurs de considérer que l'administrateur salarié n'est pas un administrateur vraiment différent. Une petite information statistique sur cette étude à laquelle je faisais référence, alors qui concerne plutôt des administrateurs salariés du SBF 120, 75% des administrateurs interrogés touchent des jetons de présence, enfin des rémunérations, on dit maintenant, et 80% de ceux qui en touchent les reversent à leur organisation syndicale. Voilà. Donc Clémence, tu peux passer à la slide suivante et je rends la parole à Marie-Christine. Merci Hugues. Donc je reviens sur donc le thème de l'accueil et en particulier de la formation, qu'elle soit à l'arrivée, à l'entrée ou par la suite en formation continue, on va dire. Alors évidemment, l'idée c'est d'organiser une formation dès que possible, potentiellement même avant, j'allais dire, la prise de fonction, puisque le processus est assez long et que l'on dispose de temps pour cela. Alors, évidemment, l'IFA propose des formations certifiantes qui sont d'excellentes tenues, et il y a différentes formations comme celle d'Audencia ou Sciences Po, et des formations aussi qui sont plus courtes et plus thématiques pour renforcer tel ou tel sujet. Donc ensuite, l'accueil de l'équipe dirigeante des autres administrateurs, l'idée c'est bien sûr de faire connaissance, voilà, que chacun puisse situer, identifier, avoir une chance de se présenter, d'échanger assez librement. Bon, il y a par exemple des déjeuners qui sont organisés en amont de la prise de fonction, pour permettre ce genre de choses. Ce qui me paraît important, c'est que l'administrateur salarié est également axé par ce biais ou directement par la fourniture de documents à l'histoire, aux travaux du conseil qui sont en cours. Donc il y a aussi une formation interne qui doit s'organiser et qui doit permettre d'arriver un peu souplement sur les dossiers, et en fonction du profil des administrateurs d'ailleurs, d'avoir peut-être la possibilité
d'avoir une piqûre sur la stratégie, sur un certain nombre de choses qui peuvent manquer à un profil, même si donc les profils sont plutôt des gens avec des visions assez complètes des entreprises. La formation continue, hein, qui a été renforcée tout récemment par la loi Pacte, donc est évidemment à utiliser le plus possible et à structurer le contenu en réflexion évidemment avec l'ARS au sein du Conseil. Et je reviens un petit peu sur un sujet donc un peu traité dans l'introduction sur la préparation, sur la question de du positionnement donc de la RH et de la relation de l'administrateur salarié, non plus peut-être avec des RH locaux, mais avec des RH liés au niveau d'intervention à laquelle il se situe, donc plutôt au niveau des directions d'entreprise, pour justement permettre que cette formation, ça a été rappelé par Jean-Philippe, hein, qui est liée au mandat et non pas au contrat de travail, donc s'organise plus facilement. Que les compétences spécifiques fassent aussi l'objet d'une reconnaissance et les responsabilités également. Ça peut être parfois un peu compliqué en local et ça n'est pas valable d'ailleurs que côté RH mais aussi côté manager puisque le salarié qui va prendre cette responsabilité va disposer d'un niveau d'information supérieur à celui dont dispose son manager et du coup c'est intéressant d'impliquer les RH au plus haut niveau pour faciliter tout cela. Voilà, sur cette question de formation, je te repasse la main Hugues pour des moyens complémentaires pour l'exercice du mandat. Oui, bon, c'est une slide, merci Marie-Christine, c'est une slide sur laquelle je vais aller assez rapidement. Ce sujet a déjà été abordé. Bon, il en demeure pas moins que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment bien traiter en amont. Comme je l'ai déjà souligné, l'administrateur salarié n'est pas un professionnel de la direction d'entreprise, ça a déjà été dit, voilà, il peut être impressionné. Donc, il va se trouver à traiter des sujets avec lesquels il est généralement assez peu familier. Donc, il est important de ne pas négliger l'aspect temps qu'il faut lui laisser pour pouvoir préparer les réunions. Sinon, l'apport que pourra avoir l'administrateur salarié risque de ne pas être optimal. Bon, voilà, également qu'il puisse disposer de moyens matériels. Bon, pour certains d'entre vous qui voient cette slide, ça tombe peut-être sous le sens. Moi, j'insiste quand même particulièrement, notamment sur l'aspect technique. Il est important que l'administrateur salarié puisse disposer d'un ordinateur, d'un iPad. Enfin, je ne sais pas quel est le support technique le mieux à lui donner, mais je suis toujours très étonné quand je rencontre des administrateurs salariés qui me disent qu'ils travaillent les documents et les données du conseil sur leur ordinateur personnel. Alors les conseils sont toujours extraordinairement attachés à la confidentialité et il y a des entreprises où sous prétexte que le salarié, pour ne pas lui payer un ordinateur ou un iPad, on le laisse travailler sur son ordinateur personnel et ça peut évidemment créer un problème de sécurité important. Donc voilà, il faut vraiment donner à l'administrateur salarié les moyens de bien effectuer son mandat si on veut en avoir tout l'apport. Voilà. Et donc, Clémence, tu peux passer à la dernière slide qu'on va faire à deux voix avec Marie-Christine. Merci. Voilà, donc une page assez essentielle puisqu'on traite de la valeur ajoutée donc des administrateurs salariés au sein du conseil. Alors, un élément fondamental, c'est bien sûr la connaissance du travail, des organisations des métiers des hommes et des femmes dans l'entreprise. On a en tête le témoignage de Vincent et puis aussi celui de Philippe, hein, qui ont parlé et exprimé cela. L'administrateur salarié donc a une vision interne, il est connecté au terrain, et il permet donc d'apporter des questions de travail et donc d'avoir une meilleure anticipation sur les mutations, sur les projets, la stratégie et de lui donner une vision extrêmement concrète
et de la dimension humaine, de la question des emplois. Donc voilà, la valeur travail, elle est quand même portée sous un angle tout à fait particulier par l'administrateur salarié. Elle enrichit le conseil d'administration. Une bonne connaissance de la fibre sociale de l'entreprise, bien qu'il ne soit pas un acteur direct du dialogue social. Alors, en effet, qu'il provienne ou non du monde syndical, un administrateur salarié va forcément être doté d'une certaine fibre sociale qui l'a conduit à prendre ce mandat. Par ailleurs, l'étude récente à laquelle je faisais référence montre que tous les administrateurs salariés sont des gens qui sont très fortement attachés à leur entreprise, à leur groupe, comme d'ailleurs on l'a parfaitement senti quand Vincent est intervenu tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un acteur du dialogue social proprement dit, puisque le dialogue social tel qu'on l'imagine, enfin tel qu'on le voit dans le cadre du Code du travail, reste bien le domaine des institutions représentatives du personnel. Il en demeure pas moins que l'administrateur salarié et ça a été dit aussi, un rôle de courroie, de ce que j'appellerais de courroie de transmission par la remontée des informations du terrain avec une vision un peu différente et également tout en gérant bien entendu le respect de la confidentialité, il peut être une source de redescente de la façon dont certains problèmes ou certaines problématiques peuvent surgir dans l'entreprise. Alors, l'administrateur salarié, c'est sa caractéristique aussi fondamentale, c'est une vision à long terme, donc un attachement à l'entreprise, comme tu viens de dire Hugues, qui porte une volonté de pérennité de l'entreprise et de son développement. Hein. Donc l'administrateur salarié va être un véritable soutien à l'investissement, au développement de l'emploi. Et j'ajouterais que donc au travers de cette envie de s'impliquer dans la vie de l'entreprise, il porte aussi une vision peut-être d'un intérêt un peu plus général et donc des sujets sur lesquels les salariés aujourd'hui portent une sensibilité particulière. Et qu'on traduit au travers de la RSE par exemple, ou dans les contributions à la mise en place d'une raison d'être pour replacer l'entreprise j'allais dire, dans le monde réel et dans les conséquences de son fonctionnement sur l'environnement. À toi, Hugues. Voilà, donc une vision fine de l'impact humain des décisions du Conseil et de leur acceptabilité par le corps social. Donc c'est un élément, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Et c'est un apport clé de l'administrateur salarié que de connaître finement son entreprise et de pouvoir mesurer d'une façon différente d'un administrateur extérieur ou même peut-être du chef d'entreprise dont parfois la connaissance est celle de la remontée que lui fait le management, de toutes les conséquences que peut avoir une décision stratégique ou financière. Et en ces temps où le risque d'image est assez élevé et où la société est de plus en plus vigilante à l'impact qu'ont les décisions sur ce que l'on appelle les parties prenantes, l'apport d'un administrateur salarié peut vraiment être essentiel. À toi, Marie-Christine. Merci, Hugues. Alors, la connaissance de l'entreprise, de sa communication interne, du mode de déploiement, des décisions qui sont prises par les systèmes de gouvernance. Souvent, les administrateurs salariés ont quasiment, j'allais dire, plus d'ancienneté que les dirigeants. Ils apportent donc leur connaissance de l'histoire, des difficultés dans les changements qu'ils ont pu observer. Ils sont souvent donc d'anciens acteurs de la représentation du personnel dans l'entreprise. À ce titre-là, ils ont aussi une bonne connaissance des activités, de l'histoire de ces activités et aussi de l'activité de leurs concurrents. Du coup, ils apportent cette vision particulière dans tous les travaux du Conseil et ils apportent aussi une dynamique et une efficacité justement pour anticiper. À toi, Hugues.
Voilà, et donc dernier point qu'on a souligné, sachant qu'évidemment, on ne l'a pas dit au préambule, mais cette slide qui apporte un administrateur salarié au conseil n'a évidemment pas la vocation à être exhaustive, hein. Donc là, on a souhaité souligner, voilà, dans le contexte de la crise Covid que l'on connaît tout particulièrement, le rôle de relais pédagogique que peut apporter un administrateur salarié. Donc, ça a été souligné par tous les intervenants, cette remontée du terrain qu'amène l'administrateur salarié avec une vision différente de celle qui remonte par les managers, où parfois c'est bien humain, certaines remontées sont filtrées, et également une vision assez différente parfois de celle qu'ont les IRP, les institutions représentatives du personnel, pardon. Qui ont parfois des visions assez dogmatiques pour certaines d'entre elles. Donc là, ça permet d'avoir vraiment une remontée du terrain assez large. Évidemment, et pour ça, il faut que l'administrateur salarié puisse avoir des relais, notamment si l'entreprise est importante. Et également, moi, je pense aussi au sujet descendant, donc qui se fait dans ce cas en accord évidemment avec au moins le président, qui est d'aller expliciter avec un mode un peu pédagogique auprès, alors là ça va être plutôt auprès des représentants du personnel, pourquoi certaines décisions sont prises quand elles sont difficiles, comme ça peut être le cas dans la crise du Covid, de préparer un petit peu le terrain. Bien, écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention. On arrive au terme de ces présentations. Les sujets ont été denses, on vous remercie. On espère que ce webinaire vous aura permis d'apprendre des choses, de soulever des points de réflexion, et on est à votre disposition pour une séance de questions-réponses qui, malheureusement, pour une question de manque de temps, risque d'être assez courte. Alors, avant d'aborder les questions, je vous propose de répondre à un rapide sondage. Donc, vous avez vu la question s'afficher sur vos écrans pour connaître un petit peu votre vision de votre rôle, si vous êtes administrateur salarié ou des administrateurs salariés de votre organisation dans cette période de crise sanitaire que nous connaissons actuellement. On va laisser tout le monde est en train de répondre. Et puis, je vais passer la parole à Catherine qui a porté une attention particulière à toutes les questions postées. Certaines sont complémentaires, enfin, ont déjà été abordées au fil de la présentation. Je peux peut-être, oui, Catherine Aboninck, bonjour. Je suis à l'IFA, directrice du développement, et je fais la coordination de tous nos programmes webinaires. Donc, j'ai pu entendre, observer la richesse de vos questions, et pendant que vous contribuez au sondage, on peut les synthétiser en 3-4 grands points pour l'ensemble de nos intervenants. Restent quelques petits points de droit, Jean-Philippe, que tu pourrais peut-être préciser. Ensuite, on aura des questions sur les bonnes pratiques, et puis après, un point de prospective à l'égard de la crise. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, Jean-Philippe, il serait sans doute utile que tu précises s'il existe un texte qui fait mention du régime fiscal des montants versés à un administrateur salarié quand cette rémunération transite par le syndicat. On demande s'il y a une référence de texte précise sur ce sujet. Ensuite, oui. Vas-y. Le deuxième point juridique serait de comprendre dans quelle limite, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'administrateur salarié dans les entreprises publiques est amoindrie. D'accord. Et le troisième point, c'est un administrateur salarié peut-il être membre d'un COMEX? Voilà les 3 points juridiques. D'accord. Alors, très rapidement, si on les reprend dans l'ordre, il y a bien une instruction fiscale. Donc, le point de base, quand un administrateur s'il reçoit directement des jetons de présence, il peut parfaitement, même s'il soit salarié ou non salarié, les jetons sont, qui s'appellent d'ailleurs plus jetons depuis la loi PAC, mais rémunération. La rémunération subit un prélèvement à la source et ensuite l'administrateur
touche un montant net qu'il doit déclarer dans ses impôts. Si l'administrateur salarié ne souhaite pas toucher directement ces jetons, si des jetons lui ont néanmoins été attribués, il peut, s'il en fait la demande à la société pour la totalité de la somme, la totalité du, et sur la totalité du mandat, il peut demander à ce que la société, les sommes soient versées à l'organisation syndicale qui l'a parrainé. Le texte, c'est une instruction de l'administration fiscale. Je ne l'ai pas là sous la main, mais que la personne m'adresse un mail, je lui adresserai dans l'après-midi. Donc ça, c'est le premier point. Le point concernant l'atténuation de la responsabilité. Alors là, c'est un point extrêmement technique. Simplement garder en tête que c'était dans la loi DSP de 83, du 23 juillet 1983, que le texte dit que les administrateurs qui sont issus des salariés et qui sont dans des sociétés du secteur public ne reçoivent pas de jetons de présence et qu'en contrepartie de cette absence de rémunération, le texte dit que leur responsabilité est atténuée. A priori, de mémoire, je crois qu'il y a eu une question qui a été posée je crois que le Conseil d'État s'est prononcé, ça concerne la responsabilité civile et pas la responsabilité pénale. On ne peut pas atténuer une responsabilité pénale parce qu'on n'a pas été rémunéré. Voilà. Donc, le cas échéant, là aussi, si la personne souhaite une analyse juridique plus fine, je pourrais sortir cet ensemble de documents. Gardez en tête simplement que cette atténuation ne couvre que les établissements publics. Enfin, il y a eu, depuis l'ordonnance sur la gouvernance du secteur public, je crois en 2014, il y a eu des aménagements et donc ça ne vise plus que les établissements publics. La troisième question, je ne l'ai plus en tête, c'était… Un administrateur salarié peut-il être membre du COMEX? Il n'y a pas de… Juridiquement, il n'y a absolument aucune interdiction. Donc oui, il peut être membre du COMEX. Ce n'est pas interdit. Ceci dit, la philosophie de l'administrateur salarié, c'est plutôt de représenter, je dirais, les salariés plus que les cadres dirigeants. Mais bon, rien ne s'y oppose. Merci. Ensuite, il y a toute une série assez longue de questions concernant l'organisation personnelle de l'administrateur salarié. Et là, je crois qu'il faut clairement renvoyer aux sessions de formation que nous avons identifiées. Parmi ces questions, il y en avait une assez lancinante, c'est comment organiser une remontée d'informations collective, c'est-à-dire pas simplement relater les informations que l'on a par sa proximité, mais d'avoir une remontée de terrain organisée avec des questionnaires et des différents supports, comment préparer des documents, etc. À moins que l'un d'entre vous ait envie d'intervenir sur ce point, je crois que la réponse est donc dans toutes les actions de formation. Je voudrais que vous partagiez peut-être des questions qui concernent plus les bonnes pratiques. Des observations ont été faites sur l'intérêt des administrateurs salariés, souvent pour participer à des comités spécialisés, mais le fait que ces souhaits, ces questions ne sont pas souvent suivis des faits. Donc, si vous avez les uns ou les autres, Eric, Hugues, Marie-Christine, Philippe, enfin tous des échanges de bonnes pratiques sur ce sujet, comment développer la présence des administrateurs salariés dans les comités spécialisés, vos points de vue seront appréciés. Est-ce que l'un d'entre vous a une expérience à partager sur ce point? Oui. Qui parle?
Eric. Je crois qu'on a on a deux expériences avec Marie-Christine un peu différentes, donc ça va être intéressant de les partager. En tant qu'administrateur salarié du groupe Renault, depuis le départ, les administrateurs salariés étaient intégrés dans différents comités et j'ai été le premier, suite à au code de la FEPMEDEF de juin 2013, à rentrer au comité des rémunérations. À l'époque, le groupe était présidé par Carlos Ghosn. Vous imaginez assez facilement que c'était un exercice de style qui a été un petit peu cocasse, mais in fine, en un an de mandat, j'ai pu trouver ma place et pu être utile dans ce comité qui a été crucial par la suite. Je crois, comme le disait Hugues, que c'est une notion importante d'essayer de faire entrer les administrateurs salariés dans les comités, mais les conseils ne le veulent pas toujours, et je vais laisser la parole à Marie-Christine. Il est important que les échanges puissent se faire. Ce sont des structures petites qui ne sont pas des structures qui décident et qui recommandent au conseil, et ça permet vraiment aux administrateurs indépendants de connaître l'administrateur salarié et à l'administrateur salarié de bien connaître et de pouvoir s'exprimer. Donc c'est vraiment une très bonne pratique que ça se passe. Mais je sais que ce n'est pas le cas, tout le temps. Marie-Christine, à toi. Oui, merci Eric. Alors effectivement, hein, la participation de l'administrateur salarié au comité fait simplement l'objet d'une recommandation donc par le code AFEP-MEDEF pour ce qui concerne le comité des rémunérations. Il n'y a donc pas de règle. Il faut donc inventer, innover, et il y a un certain nombre de freins et de difficultés. Donc comment on réussit à les lever, ces freins-là? Je crois qu'il faut avancer d'une façon assez claire et parler du sujet avec les intervenants. Je crois qu'il faut rassurer sur le rôle qu'on peut avoir et qu'on peut jouer au sein des comités. Et je trouve d'ailleurs assez bizarre quelque part qu'il y ait des freins, parce que c'est finalement ce que tu viens de dire, Eric, c'est dans ces comités qu'il va y avoir une expression d'une part libre, hein, parce que dans le CA lui-même, hein, on a quand même un certain nombre de sujets à traiter, donc les débats ne sont pas forcément extrêmement riches et longs, et c'est plutôt dans les comités qu'on va les avoir. Et du coup, la richesse, j'allais dire, de l'apport de l'administrateur salarié, c'est plutôt dans le comité qu'elle va pouvoir s'exprimer au travers de sa participation aux débats qui vont construire des positions. Alors effectivement, hein, l'administrateur salarié sera un parmi un groupe, et puis ce sera une proposition, il va surgir dans un comité une proposition qui va être proposée au conseil d'administration. Donc du coup, les administrateurs salariés, pour pouvoir intégrer ces comités, doivent comprendre donc les freins et aller vers les autres acteurs de la mise en place de ces comités, puisque ça fonctionne comme des cooptations, donc le président est quelqu'un de très important, et il faut s'ouvrir de ses intentions, de ses réflexions justement sur les thématiques des comités pour essayer de convaincre de la richesse de l'apport que l'on propose dans ces comités. Voilà. Mais quelque part, moi je pense quand même que sur le fond, il faudrait peut-être avoir un texte un petit peu plus fort. Parce que je trouverais par exemple tout à fait raisonnable d'imaginer que dans un comité stratégie, il y a systématiquement un administrateur salarié et pas simplement un comité des rémunérations. Je pense que ce serait efficace de profiter justement de l'apport des administrateurs salariés dans chacun des comités. Ça fera certainement l'objet de travaux du club de manière à pouvoir identifier les freins et à proposer quelques recommandations en ce sens. Oui, très bien, le point est pris. Alors, pour finir rapidement le webinaire, il faut que nous disions un mot de la crise et du rôle de l'administrateur salarié. Vincent l'a évoqué rapidement, combien ça a été important pour lui dans son entreprise, et on vous a donc proposé de participer à un sondage que Clémence a diffusé, qui permettra de mettre en valeur le rôle joué durant cette période. Est-ce que vous voulez, les uns et les autres, apporter des témoignages? Est-ce que ce rôle peut être différencié selon les tailles d'entreprise, par exemple?
on l'a évoqué dans le cas des entreprises de taille intermédiaire, mais dans les grandes entreprises, ils ont joué un rôle également important. Est-ce que vous voulez compléter ce point et peut-être faire des recommandations aux personnes qui nous écoutent, si c'est encore utile, pour participer au redémarrage maintenant de l'économie dans les entreprises? Donc, je viens d'afficher les résultats. 52% considèrent qu'ils ont eu un rôle particulier au cours de la crise et 48% considèrent qu'ils n'en ont pas eu. Voilà, donc des résultats assez mitigés. Résultats mitigés, oui. Oui, j'avoue que je suis un peu surpris de ce résultat. Une des fonctions de l'administrateur salarié est une fonction d'ambassadeur, de sorte de diplomate ou d'envoyé spécial. Donc, lorsqu'il se passe des situations hors normes et absolument imprévues, telles que l'on a connues avec la crise du Covid, il va de soi que il doit y avoir un lien un peu particulier, en particulier quand les entreprises se sont arrêtées et qu'elles doivent redémarrer, entre la perception du terrain, la vision économique, enfin il y a beaucoup de facteurs, et l'éclairage qu'il doit lui apporter au conseil, et qu'il doit prendre des équipes du terrain, donc il doit avoir des liens dans l'ensemble des sites, dans l'entreprise, dans l'ensemble des secteurs ou des services. Alors suivant la taille, ça se fait bien sûr de façon un peu différente. Vous imaginez la taille d'une entreprise comme Renault, où on est 180 000 et près de 45 000 en France. Mes liaisons, elles se font essentiellement, mais pas que, à l'échelle française, mais j'essaye d'avoir des remontées, et vu que je connais quand même l'entreprise depuis maintenant les 88, voilà, je remonte, je perçois, je comprends les difficultés, je suis attentif à la nécessité de reprendre, et donc c'est un rôle particulier. Je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus que ça, mais peut-être que d'autres veulent apporter un autre type d'éclairage. Ouais, moi, simplement un mot. Bon, effectivement, moi, je suis également surpris parce que bon, c'est dans des moments comme ça que l'administrateur salarié fait remonter effectivement la réalité du terrain auprès des autres administrateurs, et également une vision qui est parfois un petit peu moins, je vais pas dire pas idyllique, c'est pas le terme qui convient, mais voilà, enfin, une vision un peu moins rose que celle que font parfois remonter les managers pour dire non, on a bien géré les difficultés, etc. Et également un point qui n'a pas encore été souligné en tant qu'administrateur salarié, là c'est une expérience personnelle. Je pense que quand on a réussi à nouer des liens aussi avec des administrateurs indépendants ou des liens de confiance, que ce soit avec le président ou le secrétaire du conseil, ne pas attendre des réunions formelles pour faire remonter des informations. Il est évident, ça n'a pas encore été dit, je crois, mais que le lien, notamment par le biais du secrétaire du conseil, doit être, et par le biais du président, doit être assez constant, et pas seulement ne pas attendre des instances formelles pour faire remonter des points. Voilà. Je rebondirais peut-être sur un point qui me semble aussi intéressant par rapport à l'ensemble de la discussion. Anne Blanche soulignait la différence entre l'aspect gouvernance, dans lequel participent donc les représentants des salariés, puis l'aspect management. Je pense que dans la crise qu'on traverse actuellement, évidemment, les premiers qui sont au front, c'est le management et les collaborateurs. Et donc, il y a des réactions qui ne sont pas dans la même temporalité, comme ça a été évoqué à un autre moment, qu'un conseil d'administration, qu'un conseil de surveillance. Je pense que le rôle, bien évidemment, il peut être informel, parce que tous les relais de compréhension des phénomènes ou sociaux ou de management dans une période comme celle-ci sont essentiels, et sont dans le court terme, dans l'immédiat. En revanche, pour construire l'entreprise et ses transformations qui vont forcément apparaître sur un certain nombre de sujets, que ce soit les méthodes de travail, que ce soit des repositionnements pour des entreprises qui ont été particulièrement touchées ou des changements de mode de comportement de la population, là, les salariés actionnaires sont aussi en première ligne. Donc, je pense qu'il faut séparer. Peut-être que le sondage qui reflète effectivement à un instant T
les réflexions reflètent aussi ça, un management pris dans l'immédiat et demain, probablement un sondage très différent. Merci. Juste 2 mots pour dire que je vois les choses très exactement comme vient de les décrire Philippe Audureau. Les directions générales ont géré une crise brutale, inattendue. Ils ont été confrontés aussi eux-mêmes à regarder ce qui se passait au fur et à mesure que le temps passait, parce que c'était très compliqué d'anticiper. Donc, je ne suis pas du tout surprise qu'il y ait quasiment la moitié des administrateurs salariés qui parlent justement de cette non-action, on va dire, non-contribution. Et par contre, à l'avenir, dans la reconstruction, entre guillemets, dans la transformation d'un certain nombre d'entreprises, là, il y a un vrai rôle à jouer. Mais c'est maintenant et dans les semaines et dans les mois à venir, j'allais dire qu'il y aura une contribution particulière sur des enjeux stratégiques extrêmement forts. On est bien d'accord. Alors, cela permet peut-être de rebondir sur une dernière question, observation, qui est sur la valeur d'un mandat d'administrateur salarié exercé pendant plusieurs années dans une entreprise, dans une autre entreprise. Donc, à quand le recrutement d'administrateurs indépendants dans des entreprises qui auront comme expérience des mandats d'administrateurs salariés pendant plusieurs années dans leur propre entreprise? Alors, je crois que là aussi, ça ouvre un champ de réflexion sur l'ouverture et le développement de la gouvernance dans les entreprises. Donc, ce serait la dernière contribution de nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, si vous voulez ajouter un mot de la fin. C'est un parcours professionnel intéressant d'élargir et de partager ses compétences. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est à investir en tant que salarié nos propres entreprises et il faut de la maturité pour que des conseils d'administration aient envie d'accueillir nos profils. Vu de l'extérieur, je ne sais pas si on est prêt à cela. Alors, c'était la session prospective. Un petit exemple, vraiment. Quand je dirigeais donc le groupe Vert Matériaux et Rige, on a participé à la première promotion qui avait été organisée, comme ça a été évoqué, entre l'IFA et Audencia. Et donc, moi, j'ai poussé un certain nombre de collaborateurs et de membres de la famille, qu'ils participent au conseil ou pas, à s'inscrire à cette formation de l'IFA, avec bien sûr un financement par l'entreprise. Et aujourd'hui, on a évidemment des membres du conseil familiaux qui ont suivi la formation, on a des salariés qui ont suivi la formation et qui sont aujourd'hui administrateurs dans des sociétés qui n'ont rien à voir avec VR Matériaux, simplement parce que je pense que ça fait partie du tissu économique et que c'est enrichissant d'avoir des expériences extérieures. Et on a aussi des jeunes membres de la famille qui ont participé à ces formations et qui sont dans des instances de gouvernance à l'intérieur du groupe. Donc, je pense que ça enrichit dans les deux sens. Ça apporte une expérience complémentaire au sein du groupe et ça apporte aussi à d'autres entreprises. Voilà, petit témoignage rapide, comme quoi on peut effectivement sortir du cadre. Bien, je crois qu'on voilà, donc oui. Il reste, oui, toute une série de questions ouvertes sur lesquelles il sera peut-être utile de revenir ultérieurement. Comment choisir un bon administrateur salarié, comment organiser la remontée d'informations, etc. Donc, il y a encore du travail, mais je vois l'heure qui tourne, donc je te laisse la main, Clémence. Oui, nous allons pouvoir conclure. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints, d'avoir contribué au succès de ce webinaire, succès qu'on évalue rapidement en voyant la quantité de questions posées. Et puis, il y a une question une remarque qui m'a particulièrement touchée avec ma deuxième casquette qui est le développement régional, posée par un administrateur salarié en disant comment pouvons-nous faire pour identifier les administrateurs salariés présents sur les territoires. Et bien justement, cette initiative de travailler avec NAPF était l'occasion d'ouvrir le dialogue avec des administrateurs présents au-delà de la région parisienne. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir continuer l'expérience dans les semaines à venir.
Voilà, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, bien évidemment, vous recevrez dans quelques heures, donc 2 ou 3 heures, les présentations, le rapport de NAPF et puis le replay pour ceux qui auraient raté quelques épisodes ou quelques parties de l'intervention. À très bientôt. Au revoir. Merci Clémence, au revoir. Merci, au revoir. Merci Clémence, au revoir. Au revoir. Au revoir.